schizophrénie, bah, vous demandez au psychiatre, surtout en France, c'est pas, les définitions ne sont pas toujours aussi consensuelles. Alors bien sûr, il y a un catalogue des maladies psychiatriques qui est édité par les psychiatres américains chaque je sais pas combien, tous les 2-3 ans, qui répertorie les choses avec des critères assez précis, mais les écoles de psychiatrie européennes ne sont pas aussi conformes que cela. L'environnement a un fort impact. Tout ça aboutit au fait que les études familiales, qui consistent à dire dans une famille il y a 2 personnes atteintes, je vais donc trouver les choses, ne sont pas si faciles que ça. Leur réalisation est délicate. Il y a des biais d'analyse importantes, et en particulier si vous prenez, je ne sais pas, deux cousins qui ont un diabète de type 1, qui vous dit que c'est la même participation génétique chez ces 2 cousins, alors qu'ils sont finalement apparentés au premier degré. Il y a des phénocopies, le terme est à noter. Une phénotype, copie de phénotype, c'est a priori quelque chose qui mime une maladie génétique en étant le fruit purement d'un problème d'environnement. On a quelques exemples de ça, où vous avez un mimétisme, où le fait d'une intoxication, par exemple, va vous mimer une maladie génétique, et ce n'est pas des choses forcément très rares. Et pourtant, toutes ces maladies sont chroniques, avec une mortalité élevée. Bah, c'est toute la médecine, et en termes de santé publique, c'est important. Donc il y a un intérêt majeur à comprendre ces maladies, mais voilà les difficultés des caractéristiques de ces maladies multifactorielles. Quelques-unes ici: cancer du sein, démence d'Alzheimer, diabète de type 1, sclérose en plaques, autisme, schizophrénie. Vous voyez des maladies qui sont de la dépendance alcoolique, dépendance à la nicotine. C'est parce que ces traits comportementaux, ces anomalies sont en partie génétiquement déterminées. Le fait d'être particulièrement sensible à l'alcool, bien sûr, s'il n'y a pas d'alcool, la personne n'y est pas sensible. Mais étant entendu que cette personne rencontre ce facteur de milieu, ce facteur d'environnement, alors l'appétence à cela peut être génétiquement déterminée, et on peut calculer l'héritabilité de ce type de caractéristiques. Donc on oppose en quelque sorte tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, où vous avez des mutations qui sont rares, qui ont des conséquences fonctionnelles importantes sur un gène, avec un risque relatif relativement élevé, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne est atteinte dans une famille, le risque qu'une autre personne soit atteinte, quelle qu'elle soit, est élevé. Et c'est vrai que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent vous dit que si vous avez une personne qui a, je ne sais pas moi, une neurofibromatose dans une famille, le risque qu'il y ait une autre personne est élevé, que ce soit ses frères ou sœurs, si les parents sont porteurs, que ce soit ses descendants, 50% de risque. Ce sont des maladies monogéniques le plus souvent rares, et leur impact collectif est important, mais leur impact individuel est disséminé dans 5 à 7 000 maladies de ce type. Et ce que l'on discute aujourd'hui, qui s'oppose en tout point à cela, avec un modèle qui n'est pas déterminé, je vous parlais de multiples polymorphismes, à chacun avec des conséquences modérées, ou un grand nombre de variants rares, certains étant survenus de novo, un risque relatif faible, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez une personne qui a un accident vasculaire cérébral dans une famille, le risque, l'augmentation de risque, c'est ça le risque relatif, on va le voir, l'augmentation de risque par rapport à la population générale n'est pas très élevée. Ça ne veut pas dire que le risque est faible, ça c'est un point très important, ça veut dire que l'augmentation de risque, accident vasculaire cérébral, j'ai absolument aucune idée de la vraie fréquence à partir de 60-70 ans, mais c'est peut-être 10, 15, 20% des gens. L'augmentation de risque est faible, pas le risque. Et ce sont des maladies avec impact d'environnement et un fort impact populationnel. Alors c'est un schéma qui traduit d'une autre manière cette idée que nous venons de voir, qui évolue en fonction de la rareté des allèles, de leur combinatoire et des risques qu'ils confèrent, en disant si je mets l'effet des allèles sur la verticale, c'est l'ordonnée la verticale, l'ordonnée et les abscisses là. Sur l'ordonnée, vous mettez l'effet d'un allèle, on pourrait peut-être dire sa pénétrance en quelque sorte, de très faible, moyenne, intermédiaire, élevée. Sur les abscisses, vous allez mettre la fréquence de ces allèles, très rare,
moyen et commun. Et vous allez avoir ici ce dont on a parlé jusqu'à présent, des maladies rares avec des modèles géniques souvent mendéliens, et ce dont on parle aujourd'hui, des variations communes, des maladies communes, avec quelque chose qui est peut-être intermédiaire entre ces affaires. Du point de vue des techniques de génétique qui s'appliquent à ça, ce qu'on a vu jusqu'à présent peut bénéficier des approches familiales qu'on appelle les études de liaison. On va prendre plusieurs personnes d'une même famille pour essayer de comprendre quelle est la localisation du gène et l'identifier. C'est ce qui a été fait dans la myopathie de Duchenne, c'est ce qui a été fait dans la mucoviscidose, dans toutes les maladies que je vous ai nommées. C'est comme ça que ça a été fait. On a pris les familles avec un modèle génétique que l'on connaît et on en a déduit la position du gène pour l'identifier. Aujourd'hui, cette stratégie est doublée des méthodes de séquençage de très haut débit comme le séquençage de l'exome, où on va brutalement séquencer l'ensemble des gènes codant pour les protéines et de nombreux micro-ARN, etc. Alors que dans ces maladies communes avec un risque faible de chaque variant, on a tendance encore aujourd'hui à faire des études qui portent le petit nom doux de GWAS pour Genome Wide, c'est-à-dire génome complet, Association Studies, des études d'association génome entier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de prendre 1000 diabétiques d'un côté, 1000 contrôles du même âge, de la même population, tirés des mêmes facteurs d'environnement, du même milieu, si je puis dire, qui ne sont pas diabétiques, de les contraster avec des marqueurs génétiques en nombre écrasant, les SNP dont je vous ai parlé, les polymorphismes de simples nucléotides, et d'essayer de voir s'il y a des endroits du génome où il y a des polymorphismes qui sont plus représentés chez les malades que chez les témoins. Cas contre témoins. On appelle ça aussi des études cas-témoins. On va y venir tout à l'heure. Ces études, aujourd'hui, globalement, ont coûté des millions d'euros, des millions de dollars, et leur performance est on peut dire, au moins contestable. Au moins contestable, c'est-à-dire, encore une fois, aucune d'entre elles, ou même la combinaison de ces études, ce qu'on appelle des méta-analyses. Vous allez prendre l'étude sur l'hypertension qui a été faite en Angleterre, puis en Allemagne, puis au Japon. Vous allez faire la somme de ces études. Ça s'appelle une méta-analyse. Ces études n'ont pas vraiment été à la hauteur des espérances de révéler les variants communs que leurs principes sous-tendaient, en disant je vais trouver ces variants communs puisque je dois a priori distinguer les populations des cas et des témoins et génétiquement montrer des endroits du génome qui avaient une surreprésentation chez les malades. Globalement décevant. Quels sont les modèles qui sous-tendent cette hérédité multigénique ou multifactorielle? C'est Cédric Carter, que vous voyez ici, qui l'a posé. C'est la figure qui est tirée de son article des années 60. Je crois que c'est dans le New England Journal of Medicine, en disant la population générale se répartit pour ses caractères, c'est le risque dans la population générale se répartit comme une courbe gaussienne. Ça, c'est la population générale en trait plein. Et puis, si je suis apparenté à une personne atteinte, le risque des apparentés glisse sur la zone de susceptibilité à la maladie, avec cette verticale qu'a déterminée Carter, qui s'appelle le seuil, en disant au-delà du seuil, la malformation apparaît. Autrement dit, dans la population générale, vous avez un faible risque d'être au-delà du seuil, c'est ce petit triangle-là, mais si vous êtes les cousins de 3e degré d'une personne qui a un spina bifida, par exemple, vous savez, une division du tube neural à la naissance, eh bien vous avez un risque plus élevé, et si vous êtes un apparenté au 1er degré, ils se répartissent dans une gaussienne qui est décalée, et vous avez un risque nettement plus élevé d'avoir cette malformation congénitale. Ça, c'était pour les fentes de la lèvre, avec ou sans fente palatine. Seuil, gaussienne, décalage de risque, calcul, je ne vais pas entrer dedans, de déviation de ce risque. Carter a posé
ce concept qui a donné quelques axiomes tirés de cela et qui sont des axiomes, ce sont des observations. Il n'a pas inventé ça, c'est que ça colle assez bien avec ce modèle. Le risque aux apparentés dans une maladie multigénique, selon Carter, est inversement corrélé à l'incidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la maladie est rare, plus il y a une augmentation de risque chez les apparentés, plus la déviation de la courbe gaussienne est grande, au-delà du seuil. Ça laisserait sous-entendre, et vous l'imaginez un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que les allèles en question sont plus pénétrants, avec des phénotypes plus rares, mais une augmentation de risque plus élevée. Le risque diminue rapidement avec l'éloignement génétique. Dans les maladies géniques, vous avez vu, si vous êtes le frère ou la sœur dans une maladie récessive, votre risque c'est 25%. Le frère ou la sœur d'un enfant atteint de mucoviscidose, vous avez un risque de 25% d'être atteint. Là, c'est jamais 25%, et surtout, ça s'éloigne très vite. Si vous êtes au 3e degré, vous retombez très vite au risque qui n'est pas nul, mais qui est au risque de la population générale. Le risque chez les apparentés varie suivant les familles, et ça veut dire que Carter avait conceptualisé l'hétérogénéité génétique dans les maladies multigéniques, que ce n'était pas forcément partout pareil, et on a de très bons exemples de ça, où vous avez des ethnies, des groupes de population où une maladie multifactorielle est nettement plus fréquente qu'ailleurs, et le risque alors de l'augmentation de risque, le sur-risque lié au degré de parenté est plus élevé. Et puis deux trucs assez importants. Le premier concernant l'expression de la maladie, le risque augmente avec la sévérité. Si vous êtes dans un phénotype que vous pouvez mesurer, plus la forme de la maladie était sévère, et dans le cas de Carter, c'était des malformations de naissance, plus la malformation était étendue, par exemple dans le spina bifida, plus il y avait le vertèbre concerné par le défaut de tube neural, de fermeture du tube neural, plus le risque aux apparentés était élevé. Ça rejoint un petit peu cette histoire de rareté. Et enfin, lorsqu'il y a une différence de prévalence suivant les sexes, le risque aux apparentés lorsqu'un enfant est né avec cette maladie ou cette malformation est d'autant plus élevé, le risque aux apparentés est d'autant plus élevé que l'enfant était du sexe le moins atteint, que le cas index était du sexe le moins atteint. Si vous avez une maladie qui touche plus volontiers les garçons et que vous avez la naissance d'une fille atteinte de cette malformation multifactorielle, le risque est plus élevé aux apparentés. Là encore, ça laisse penser que, entre guillemets, le terrain génétique va jouer un rôle, et notamment le sexe de l'enfant en question. Et ces quelques axiomes sont toujours d'actualité, ils sont vrais en consultation de génétique pour les maladies multifactorielles, mais il faut bien reconnaître aujourd'hui que ce langage est un tout petit peu, un peu vieillot quand vous voyez des gens arriver, vous dire j'ai un frère qui a un diabète de type 1, quel est le risque? Moi, j'ai un enfant qui a un diabète de type 1, à l'insuline et tout, et vous leur dites, eh bien, je vais vous faire un calcul savant, puis vous avez une espèce des tables qui vous donnent ce risque, et vous leur dites, votre risque est de 2,5%. Alors vous êtes super content, vous, parce que c'est un chiffre vachement vrai, c'est un chiffre empirique, mais la personne, ça lui dit pas grand-chose, ça 2,5%, parce que vous lui dites en même temps, oui, mais le diabète de type 1 dans la population générale, ne notez pas, parce que c'est sûrement pas vrai, mais c'est de l'ordre de 0,5% des personnes. Donc finalement, 0,5%, 2,5%, ça joue dans la même catégorie, c'est-à-dire que c'est un risque faible. Vous avez une petite augmentation d'un risque faible. Mais rien de sûr, rien de solide, rien de personnalisé, même avec ces différents principes. Derrière l'hypothèse de Carter, ce qui se décline, c'est la chose suivante qui vous a été représentée un peu ici, c'est que pour obtenir une gaussienne de risque dans laquelle se répartirait la population, on peut, et c'est là où mendélien et biométricien se rejoindraient aujourd'hui, on peut dire qu'on finit par arriver à dessiner cette courbe si on a un grand nombre de loci, chacun
d'hérédité mendélienne, bien entendu, avec des polymorphismes qui vont finir par dessiner cette forme. Si vous avez un seul locus qui détermine une maladie, et que c'est par exemple une maladie autosomique récessive, seuls seront atteints les 25% qui seront ici, qui sont petit a, par rapport aux hétérozygotes, par rapport aux homozygotes sains. Ça, c'est un locus, un mode d'hérédité génique mendélien. Si maintenant vous dites, la maladie est déterminée par deux loci, il faut que je sois homozygote pour l'allèle à risque, ce n'est pas l'allèle unique, c'est un allèle à risque, mais à deux loci, A et B. Vous allez mettre les petit a, petit b qui sont atteints, puis ici, les grands A, etc., grand A, grand B, vous regarderez la diapo tranquillement, et vous avez déjà 5 catégories. Si vous mettez 3 loci, en disant seules les personnes atteintes seront les homozygotes pour A, B et C, et vous avez je ne sais pas combien de catégories, j'ai l'impression qu'il y en a 7, et vous commencez à voir se dessiner des classes de personnes où la multiplication des loci impliqués va finir par dessiner une gaussienne ici, jusqu'à une extrémité où vous auriez des classes indistinguables en fonction du nombre important de loci qui sont concernés par cette prédisposition, seules les personnes qui sont aux extrêmes étant atteintes. Donc c'est comme ça qu'est née l'hypothèse multigénique. Plus exactement, c'est comme ça qu'est née